Donald Trump a été finalement persuadé par sans doute certains de ses collaborateurs que des frappes américaines sur l'Iran n'auraient pas comme conséquence un changement de régime. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier soir, d'aucuns diraient qu'on est passé au bord de la Troisième Guerre mondiale. Alors, Troisième Guerre mondiale, c'est un petit peu exagéré, mais disons que le stock de pizza commandé dans dans les établissements autour du Pentagone a brusquement augmenté. L'indice Papa John's, qui est le nom de cette pizza qui se trouve à 3 km du Pentagone, a explosé, ce qui montrait que on s'apprêtait à vivre une nuit d'opération. Alors, il y a eu un peu moins, parce que c'est important d'en parler, il y a eu un peu moins de pizza commandée hier soir que pour l'opération contre Maduro. Voilà. Okay. Donc, peut-être qu'il y avait déjà des doutes sur le fait que... mais j'aime bien cette idée d'indice en fonction de la consommation de pizza par les opérateurs du Pentagone et le fait qu'ils vont rester à veiller ou non toute la nuit. Bref, plaisanterie à part, les avions ravitailleurs, les RC-135, avaient décollé de la base d'Oudaï, donc au Qatar, 8 avions, ce qui peut dire que vous savez qu'un ravitailleur peut ravitailler 3 chasseurs F-16 ou F-35. Ça vous donne quand même une idée que l'opération était quand même assez substantielle. Enfin, 3 en même temps, je parle. Donc il y avait, ce qui était prévu, c'était quand même des frappes plus que symboliques, je pense. L'espace aérien iranien avait été interdit à toute circulation. Ça, c'est les Iraniens qui avaient pris cette mesure. C'est toujours le même scénario. Et donc, on semblait s'acheminer vers une opération soit du même type ou de type comparable à celle qui avait, on va dire, précédé l'attaque israélienne. Enfin, on était dans un contexte où les frappes américaines à la fin de la guerre, le 21 juin, avec des bombardiers B-2. Donc, on se disait, tiens, voilà, on s'achemine vers une opération d'envergure. Trump va frapper, il a pris sa décision. D'autant que samedi dernier, alors, lors de sa visite au Liban, Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranienne, avait pris contact directement avec Steve Witkoff pour proposer de remettre sur les fonds baptismaux les négociations sur le nucléaire iranien. Ça, c'est un argument auquel Trump est extrêmement sensible, les Américains aussi. Et donc, il y avait eu cette période où Trump a dit on va voir s'ils sont prêts à faire des concessions. Et puis, brusquement, dans la journée hier, Trump avait dit « Je mets un terme à toute négociation ». Donc, c'est terminé. On ne parle plus. Bon. Un peu plus tard, parce que c'est intéressant, cette manière qu'a le président américain de souffler le chaud et le froid. Donc, rupture des négociations. Là, on se dit « C'est bon, les frappes vont avoir lieu ». Et finalement, en fin de journée, Donald Trump a commencé à donner des signes en expliquant que les Iraniens, selon ces informations, les Iraniens avaient arrêté les exécutions. Un certain nombre de leaders capturés avaient été condamnés à mort. Et ces exécutions n'ont pas eu lieu d'après Donald Trump. Donc là, il y avait, par rapport à ce que le président avait dit avant, nous frapperons s'ils frappent les manifestants. S'ils mettent en pause, s'ils ne procèdent pas aux exécutions, déjà, ça voulait dire que l'opération pouvait... mais il semblerait, selon toute vraisemblance, qu'on soit allé vraiment très très près et que le président américain, avec cette façon de joueur de casino qu'il est fondamentalement, ait décidé de faire son coup de bluff jusqu'au bout, jusqu'à finalement arrêter les frappes. Soi-disant aussi, et ça c'est des informations qu'on filtrait, parce que Donald Trump finalement a été convaincu que ces frappes-là ne provoqueraient pas comme conséquence un changement de régime en Iran. D'ailleurs, Or, Régis, c'est ce qu'ils cherchent. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites là. Les Américains étaient-ils en capacité, en cas de frappe, d'atteindre leur objectif ?
Et d'ailleurs, quel est leur objectif? Alors, clairement, objectif affiché par Donald Trump, on n'est plus dans la suppression des activités d'enrichissement nucléaire iranien. Clairement, Donald Trump a montré que, en encourageant les manifestants à changer le gouvernement, qu'il était dans une dynamique de regime change. Euh, Ce qui est complètement incohérent par rapport à ce qui avait été dit pendant sa campagne et les raisons pour lesquelles il a été élu. C'est-à-dire que pour arrêter ce genre d'expérimentation qui ont conduit les États-Unis à s'engager en Irak, à s'engager en Afghanistan et à conduire des guerres ingagnables qui durent des décennies. Là, il y avait un risque potentiel que cela se produise à nouveau, mais surtout Donald Trump a été finalement persuadé par sans doute certains de ses collaborateurs que des frappes américaines sur l'Iran n'auraient pas comme conséquence un changement de régime. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement d'abord parce que les Iraniens, par le passé, ne se révoltent pas quand le pays est attaqué. On l'a très bien vu pendant la guerre des 12 jours, où ils auraient eu le temps, s'ils avaient voulu, de se dire, tiens, le régime est affaibli, les frappes israéliennes causent des dégâts, le chef des gardiens, Salami, le chef des gardiens de la Révolution, a été tué. Un certain nombre de leaders ont été tués. Donc profitons de cet affaiblissement pour prendre le pouvoir et finalement mettre un terme au gouvernement. En réalité, pas du tout. Ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le pays étant attaqué, il y a eu une forme d'unité nationale qui s'est recréée et surtout, le pouvoir a joué habilement sur ces paramètres, c'est-à-dire la menace de l'étranger, qui est un sujet extrêmement sensible et je trouve qui est sous-interprété généralement dans les médias français, c'est-à-dire cette allergie qu'ont beaucoup d'Iraniens aux interventions étrangères en raison de l'histoire, en raison de Mossadegh, en raison, même si les jeunes générations connaissent peu Mossadegh, il y a quand même dans cette histoire, Mossadegh étant le Premier ministre iranien déposé à la suite d'un coup d'État orchestré par la CIA et M6 britannique. Les deux étaient associés. Mais dans l'histoire iranienne, ça a créé un précédent et ça a marqué l'imaginaire sur le fait qu'on ne veut plus d'intervention étrangère. Et certaines personnes du mouvement en Iran le disent d'ailleurs, qu'ils veulent que leur révolution soit interne, qu'elle ne soit pas dictée par l'étranger. Donc là, la vraie question qu'on peut se poser, c'est que voilà, comment effectivement espérer que l'opposition on va dire, se libère son énergie, quand, on va dire, les Iraniens se prennent des bombes sur la figure. C'est un peu difficile de dire vous nous bombardez pour notre bien et pour nous libérer. Ça, on a déjà vu ça en Irak, on a déjà vu ça en Afghanistan, même, je vais dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont bombardé les villes normandes en 1944, la propagande de Vichy a utilisé ça pour dire regardez ce que font vos libérateurs, ils sont censés vous libérer. Voilà. Donc l'option carpet bombing, comme la pratique les Américains, au Vietnam, au Cambodge, etc., ça n'a jamais fonctionné. Et donc là, je pense que ça rentre dans l'équation de dire on frappe le régime iranien, mais ça ne risque pas de provoquer ça. Voilà. Et je pense que ça a pesé dans la décision de Donald Trump. Si frappe il y avait eu, Régis, les Iraniens ont-ils un moyen de pression vis-à-vis des États-Unis? Je pense notamment au détroit d'Ormuz. Oui, détroit d'Ormuz, où transite un tiers du brut mondial, notamment à destination du Japon et de l'Europe. Pas tellement à destination des États-Unis, mais en tout cas quelque chose qui est fondamental pour nos économies. C'est toujours l'épée de Damoclès, c'est toujours la menace que brandissent les Iraniens. Ça avait été déjà le cas le 3 juin dernier lorsqu'Israël a attaqué l'Iran. Et c'est toujours le cas aujourd'hui avec effectivement une perturbation des échanges pétroliers dans le monde, avec une augmentation des prix. L'intérêt, on sait que de l'Occident pour le moment, c'est de maintenir des prix bas. Là, automatiquement, des frappes d'envergure et une guerre contre l'Iran auraient eu comme conséquence de relever les taux du brut mondial, alors que Donald Trump, justement, tente, on va dire, de ralentir ou par exemple pour le cas de la Russie, d'empêcher la Russie de pouvoir
de bénéficier de cours du pétrole relativement élevés pour financer sa guerre en Ukraine, par exemple, ou continuer à, on va dire, esquiver les sanctions internationales. Donc là, c'est contre-productif. Déséquilibre également, au-delà du détroit d'Ormuz, des intérêts des pays riverains de l'Iran, qui ne sont pas forcément ses amis, mais la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite en particulier. On sait que l'Arabie Saoudite avait prononcé, avant les menaces de frappe, avait dit les États-Unis nous interdisons aux États-Unis d'utiliser notre espace aérien pour aller frapper l'Iran. Donc il y avait quand même des sons de cloche. Les monarchies du Golfe avaient contacté Donald Trump pour essayer de le dissuader d'opérer ces frappes. Visiblement, jusqu'à aujourd'hui, midi, heure de notre émission, eh bien, ces frappes n'ont toujours pas été mises à exécution. Régis, aujourd'hui, quel rôle jouent les diasporas iraniennes dans cette mobilisation, Alors, très importante, parce que ces diasporas, elles relaient évidemment les images rares qui viennent de l'intérieur de l'Iran. Le problème aussi, c'est qu'elles ont tendance aussi à utiliser des images qui ont été tournées par ces mêmes diasporas ailleurs. On a vu le fameux geste qui a été pratiqué en Iran, où on met le feu à un portrait du guide Ali Khamenei, et puis on allume sa cigarette. Ça, c'est le symbole de ce mouvement. Certaines images ont été d'Iraniennes pratiquant ce geste ont été filmées au Canada. Donc attention à l'interprétation, et évidemment pour les diasporas iraniennes qui souhaitent changer le régime, mais qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'elles veulent mettre à la place. C'est ça le problème principal de l'Iran en ce moment, c'est l'éclatement de son opposition. Donc elles véhiculent, elles maintiennent la pression, elles ont des organes dont elles sont proches, elles ont aussi des lobbies à Washington, donc tout ça est mis évidemment en branle, dans le but évidemment d'opérer un changement de régime en Iran. Et Reza Pahlavi dans tout ça ? Reza Pahlavi, c'est intéressant parce que sa figure est réapparue, on va dire, on l'avait un peu oublié. Même, je vais dire, dans la dernière séquence, on l'a plus vu cette fois-ci qu'en juin, alors qu'en juin, la situation était quand même critique. La guerre qu'a menée Israël à l'Iran et les frappes laissait penser peut-être à un isolement du guide suprême. À un moment, les Israéliens disaient qu'ils l'avaient repéré, qu'ils allaient l'éliminer. Donald Trump était intervenu en disant « J'ai fait en sorte que le guide suprême ne soit pas éliminé. Nous savons où il est. » Tout un tas de plaisanteries avaient cours, disant les Iraniens ne savent pas où est leur leader, mais le Mossad sait très bien où il est. Bref, à cette époque-là, il y avait une certaine fragilité au cœur du pouvoir iranien, qu'on disait infiltré par les Israéliens, etc. Et la figure de Reza Pahlavi est réapparue à ce moment-là. Mais on va dire plus porté par les médias israéliens que par les médias américains. Cette fois-ci, il est beaucoup plus présent, il donne beaucoup d'interviews depuis les États-Unis où il est en exil, et surtout, ce qui est intéressant, son nom a été scandé pendant les manifestations, donc il a ses partisans. Il y a des monarchistes, il y en a beaucoup aussi en Iran, et ça fait partie, c'est une des composantes de l'opposition. Seulement, l'omniprésence, on va dire cette fois-ci, de Reza Pahlavi, elle traduit malheureusement un vide dans l'opposition et un manque d'unité. C'est-à-dire, on se jette sur cette figure qui incarne quelque chose, qui a un lien avec le passé de l'Iran, qui a un lien avec sa structure politique. La personnalité du Shah d'Iran, son père, est encore quelqu'un qui imprègne l'histoire iranienne. C'est lui qui a créé l'Iran moderne. C'est lui qui, à l'époque d'ailleurs, avait donné le droit de vote aux femmes. C'est lui qui a fait de l'industrie pétrolière, avec l'appui des Occidentaux, mais une richesse iranienne. Dont ne profitait pas la population iranienne. Il faut le reconnaître, ça c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'était le faste, le couronnement. 30 ans après son arrivée au pouvoir en tant que Shah, il a décidé de faire une cérémonie de couronnement. On le voit avec
tout un tas de couverts d'or, la Chabanou aussi, et il y a son fils, donc Reza, qui est aussi, donc c'est la monarchie qui incarne toutes les dynasties des Shahs d'Iran, quelque part. Et il y a eu ce fameux épisode où, pour les 2500 ans de l'Iran et de la Perse, pour la célébration, en 1971, il donne une fête dans les ruines de Persépolis, où, donc, là où se trouvait le palais de Darius, de Xérès, des empereurs perses, qui est la cité de l'Empire perse. Il donne une fête, l'Iranien de la rue crève de faim, mais lui, il fait venir, et ça se sait évidemment, et ses adversaires en font l'écho, il fait venir pour ses convives qui sont invités au bal, il fait venir par exemple de la nourriture du restaurant chez Maxim's à Paris par concorde. Voilà. Donc ça, évidemment, quand le peuple crève la faim à côté, évidemment, ça fait le jeu des mollahs. Et on peut dire, par rapport à 71-79, ça s'est écoulé 8 ans, mais en fait, la monarchie, elle est tombée pratiquement comme un fruit mûr. La révolution, d'ailleurs, au départ, a pris corps au bazar de Téhéran, le même endroit où la révolte a commencé cette fois-ci, contre les mollahs cette fois-ci. Mais bon, voilà, la monarchie des Pahlavis, elle a laissé des souvenirs mitigés, d'autant que, en plus du faste, en plus des relations avec l'Occident, il y avait la police politique du Shah, qui s'appelait la SAVAK, qui a laissé de sinistres mémoires et qui n'a rien à envier aux appareils répressifs assez communément développés au Moyen-Orient, dans d'autres pays et en Iran. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il y a, il y a deux aspects, mais pour revenir à Reza Pahlavi, il reste des monarchistes. Le problème, c'est l'unité. Le problème, c'est qui représente. Donc on le voit beaucoup parce qu'il y a peu de figures à côté. Et d'ailleurs, Régis, Donald Trump s'est exprimé hier soir et a déclaré à Reuters qu'il mettait en doute la capacité de Reza Pahlavi à obtenir un soutien en Iran. Alors c'est très intéressant parce que Donald Trump, quand il s'agit de trouver une légitimité, on peut imaginer, et d'ailleurs Reza Pahlavi travaille depuis des années, convoque des séminaires à Berlin, etc., pour expliquer comment il va faire fonctionner sa monarchie constitutionnelle. C'est quelqu'un qui est prêt à intégrer toutes les parties de l'Iran. Il fait office finalement de monarque éclairé. Il se veut, il a bien balisé le terrain là-dessus. On ne peut pas dire qu'il ait le charisme de son père. Ça, c'est aussi un de ses défauts. Mais peu importe, ça pourrait fonctionner. Et on va dire que les Américains, par exemple, on va dire les néoconservateurs, comme Lindsey Graham, hier apparaissaient en photo. Il avait rendu visite à Reza Pahlavi. Les Israéliens, pour eux, c'est leur homme. Donald Trump est plus, on va dire, a plus de doutes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on note dans ces tentatives finalement de provoquer des changements de régime ou d'essayer de changer l'adversité d'un pays vis-à-vis des États-Unis, d'essayer de faire en sorte... Donald Trump n'est pas intéressé par la démocratie dans ces pays, n'est pas intéressé par la liberté des peuples, il est intéressé par les ressources et il est intéressé par une chose, c'est le fait que ces pays ne posent plus de menaces vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire à partir quel que soit, on le voit bien avec le Venezuela. Là, en ce moment, entre Trump et Delcy Rodriguez, c'est la lune de miel. Or, c'est une chavise fondamentaliste qui est anti-impérialiste, très connue pour ses diatribes contre les États-Unis. Donald Trump sait ce qu'il veut. Elle veut rester au pouvoir. Elle veut conserver l'infrastructure chaviste, ce que souhaitait d'ailleurs aussi Maduro, dont il avait parlé parce qu'il avait évoqué son exil. Donc finalement, peu de choses ont changé, et les représentants légaux, on va dire, de l'opposition, Marina Corina Machado, Eduardo González, qui était l'opposant à Maduro lors de l'élection de 2024, qui avait été déclaré vainqueur, mais Maduro a truqué l'élection, donc le légitime n'a pas été remis à la place, et
la patronne de l'opposition. Donald Trump a eu des mots vis-à-vis d'elle. Alors, il y a l'affaire du prix Nobel, on ne va pas y revenir, mais il a eu des mots sur mettant également en doute sa capacité à gouverner. Non, donc ce qui traduit quoi? Ce qui traduit qu'à partir du moment où il y a un régime et qu'il est en faveur des États-Unis, ça lui ira très bien, même si c'est, on va dire, un gardien de la révolution qui succède à Khamenei, imaginons. C'est peut-être aussi ce qu'a imaginé Donald Trump. Kidnapper le guide suprême, tout est possible, ou l'envoyer à Moscou. Ça, c'est ce que les Anglais, la presse anglaise a annoncé il y a 3 semaines. Rien de tout ça ne s'est produit. On sait comment se met en place l'appareil médiatique quand c'est dans ces cas-là. Donc Trump, lui, il est plus sur la réserve. Il sait aussi, et ça je rajouterai ce dernier élément très important, c'est qu'il arrive bientôt aux élections de midterm. D'ailleurs, Steve Witkoff et Jared Kushner ont repris contact avec les Russes. Il va y avoir à nouveau des échanges sur la guerre en Ukraine, parce que là, Donald Trump est pressé. Donald Trump aimerait que la guerre en Ukraine s'arrête peut-être en septembre prochain ou avant, de façon à aborder les midterms en disant « j'ai arrêté la guerre ». J'ai arrêté ces investissements américains, j'ai arrêté ces aventures militaires qui ne mènent à rien, et je me suis occupé de vous. Parce que ça va être son message. Il se débat dans tous les sens pour espérer remporter ces élections de midterm. Il n'a pas des résultats partout, tout n'est pas brillant, l'économie américaine est plutôt à la peine, donc c'est compliqué pour lui. Il a même admis qu'il pourrait, au Wall Street Journal, dans une interview, qu'il pourrait perdre ces élections et que s'il les perdait, les démocrates feraient tout pour le virer du pouvoir, feraient tout pour déclarer entamer une procédure d'impeachment et obtenir finalement on va dire sa démission. Donc ça va être un moment critique pour Donald Trump, et il sait que s'aventurer lancer une aventure militaire de long terme n'est pas bon pour lui, parce que c'est en contradiction avec une de ses principales promesses de campagne. C'est en contradiction avec les figures MAGA. Il s'est déjà privé de Taylor Greene, Marjorie Taylor Greene, qui a acté sa rupture avec Donald Trump et qui, dans les sondages, a de très très bons scores en ce moment du côté républicain. Il s'est, on va dire, fâché plus ou moins avec Tucker Carlson. Tucker Carlson n'aime pas cet interventionnisme. Bon, il a quand même été invité à la Maison-Blanche au moment où les principaux CEO des compagnies pétrolières américaines y étaient conviés. Donc Tucker Carlson a repris langue. Donald Trump s'était fâché avec Elon Musk. Ils se sont réconciliés plus ou moins, même si Elon Musk reste éloigné de la politique, n'est beaucoup moins présent qu'avant. Donc ils ont fait la paix, mais il sent bien que cette base, il faut qu'il la cultive. Parce qu'on remporte une élection aux États-Unis quand on remporte déjà sa base. C'est très important. Si sa base commence à ne plus voter pour lui, ça, c'est très très mauvais. Donc les élections sont mal engagées. Le front intérieur est plutôt problématique. Donald Trump réfléchit, il sait qu'il ne peut pas. Il peut faire des coups comme Maduro, qui auprès de l'électeur américain disent « Ah oui, bravo Donald Trump, hein. Il y est allé, c'est un trafiquant de drogue, il fait porter une menace sur notre jeunesse, il développe le trafic, etc. » Même si tout ça est très discutable. Le fait d'avoir amené, tel Jules César, ramenant Vercingétorix à Rome et le faisant parader dans les rues, c'est exactement ce qui s'est passé avec Maduro. Donc ça, c'est pas un mauvais argument de campagne. Mais en tout état de cause, guerre longue, type égale Afghanistan, égale Irak, égale mauvais souvenir pour l'électeur américain, égale aussi raison pour laquelle Donald Trump est au pouvoir. Voilà. Donc attention à tout ça. Donc il ne peut se permettre actuellement que des aventures courtes avec des frappes précises et avec du résultat. Pour ce qui est de l'Iran, il n'était pas certain d'avoir du résultat. Pour le moment, il a dit on attend. Merci Régis. Merci.